France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous, un club de la presse aujourd'hui avec Florence Aubenas, grand reporter au Monde. Après le succès de L'inconnu de la Poste, la journaliste revient sur un an de guerre en Ukraine, mais aussi sur le mouvement des Gilets jaunes, les attentats parisiens, la crise grecque, puis sanitaire. Des reportages réalisés entre 2015 et aujourd'hui. Des reportages d'ici et d'ailleurs, publiés dans le quotidien du soir, réunis aujourd'hui aux éditions de l'Olivier. Partir, revenir, repartir, c'est désormais sa vie, écrit-elle. Florence Aubenas, le style d'une époque jusqu'à midi et demi. Une émission programmée par Henri Leblanc et préparée par Joseph Julien, à la coordination Laura Dutèche-Pérez, à la réalisation Félicie Fogère avec Élise Leu à la technique. Bonjour Florence Aubenas. Bonjour. Bonjour. Des reportages d'ici et d'ailleurs, pour reprendre le titre de ce recueil d'articles, de textes. Des reportages d'ici et d'ailleurs pour une journaliste qui dit d'entrée de jeu qu'elle ne tient pas en place. Partir, revenir, repartir. En fait, c'est ici et ailleurs, c'est un peu vous, c'est ce qui vous constitue aujourd'hui. Oui, c'est vrai c'est vraiment ma vie et celle-là. Ça a été où vous êtes, cela, d'ici et d'ailleurs. Peut-être. Oui, c'est vrai parce que j'ai grandi en Belgique et bon, c'est 18 ans de ma vie. J'y suis restée jusqu'aux années universitaires. Et c'est vrai que la Belgique, c'est tout près. Et les Français ont du mal à le voir comme un pays, somme toute, assez exotique. C'est pas du tout la France, ça a son identité propre. Et quand on arrive en France de Belgique, on a un regard d'ailleurs. Et c'est vrai que je me suis toujours sentie, y compris en France, un peu envoyée spéciale. Et c'est ce qui me plaît dans ce travail sur les Gilets jaunes que vous nommiez, ou sur ces reportages en France, c'est que j'y suis vraiment. J'y habite depuis longtemps maintenant, mais j'ai toujours un petit pas de côté. Et c'est ça qui me plaît. Donc le pays, l'endroit le plus dur où enquêter ou être journaliste, ce serait la Belgique pour vous aujourd'hui. Exactement, c'est ça. Ce serait chez moi, oui. Et pourtant, vous y êtes allé quand même au moment des attentats de 2016 en Belgique. Oui, j'y suis allée et c'était très particulier et j'ai bien reconnu ma Belgique, si je peux dire comme ça. Parce que autant en France, le mot guerre a été prononcé à propos des attentats, autant en Belgique, il y avait ce côté, bon, c'est arrivé à tout le monde, ça nous arrive, c'est notre tour, on s'y attendait. Oui, vous parlez d'une impression d'inéluctable. Exactement, que donnaient les Belges eux-mêmes. Et c'était très, très touchant parce que il y avait ce côté, on a rejoint ceux qui sont touchés et on s'y joint. Et il y avait cette gentillesse belge, pour en parler, qui était très forte. Voilà, c'était notre tour. Il fallait que ça nous arrive. Partir, revenir, repartir, être en mouvement, ne pas être figé dans cette identité, surtout pas celle de victime. Dans la préface du livre, toujours, Florence Aubenas, vous évoquez cette question qu'on vous pose souvent. Suis-je devenue différente depuis la prise d'otage qui m'a valu 157 jours de captivité en Irak ? Y a-t-il eu un avant, un après ? Je n'en suis pas sûre. Je dois être un mauvais exemple. Mes ravisseurs me le répétaient d'ailleurs souvent. Vous êtes un otage nul, zéro. La question que je me pose plutôt, c'est qu'est-ce qui vous a, donné envie de repartir après cela, de continuer ? C'était pas vraiment un choix, donc ça a d'abord été une interdiction. Donc mes proches m'ont dit maintenant terminé, tu ne sors pas du périphérique. Voilà, c'était à peu près le cahier des charges. Et à vrai dire, c'est terrible. On tourne en rond, enfin en tout cas moi, et pourtant j'adore Paris, j'adore la France, mais ce métier me plairait moins si je ne peux pas le faire vraiment. Et donc je suis repartie un jour en Afghanistan. Quelques années plus tard. Et j'étais à l'Observateur à cette époque, et je leur ai dit, écoutez, soyez sympas, si sur place je panique, vous me ramenez. Et donc peut-être, on ne sait pas. Et c'est vrai qu'on ne sait pas comment on va réagir. La première fois où moi-même je suis partie, c'était au Rwanda, et la personne qui devait me relever, et qui avait très envie de partir, qui était passionnée par le sujet, c'était pas du tout le problème, est arrivée et est repartie immédiatement. Donc on ne se connaît pas dans la guerre.
Et donc, en arrivant en Afghanistan, je me dis, peut-être je suis quelqu'un d'autre, peut-être que je n'y arriverai plus, peut-être que voilà, je ne me contrôlerai pas. C'est comme le vertige, la peur, hein, vous ne vous dominez pas. Et j'étais très soulagée de voir que j'avais peur normalement. Vous n'avez pas paniqué. J'ai pas paniqué, je suis restée, j'ai juste eu peur, voilà. Ouais. Une peur normale, c'est ça existe. Mais vous dites aussi qu'en termes d'écriture, de récit, cette captivité, elle a libéré quelque chose en vous. Peut-être cette idée d'oser le temps long aussi dans l'écriture. Oui, d'oser le temps long, et je fais partie de cette génération pour laquelle utiliser la première personne, par exemple, alors pas toujours, mais de temps en temps, était le tabou absolu. Même à Libération. Même à Libération. Où vous avez passé de longues années. Oui. Non, c'était surtout à Libération, où c'était pas d'ego, attention, on était rapidement punis si, si la tête dépassait. Donc, oui, et donc à un moment, quand j'ai fait j'ai fait le Quai Louis-Stréham juste après, qui est donc cette plongée dans l'univers des femmes de ménage, et du travail temporaire, travail intérimaire à Caen. L'idée était de ne pas dire que j'étais journaliste et de postuler comme une femme de mon âge, 50 ans, à des métiers, au premier métier qu'on fait sans avoir de diplôme. Mais c'était accepter déjà totalement le jeu dans la démarche. Alors c'était accepter le jeu. Mais... Et alors, je me souviens, ma mère, qui n'hésite jamais à me recadrer au téléphone, me dit « Mais qu'est-ce que tu vas aller faire ? C'est grand guignol ton histoire. » Et ça m'était égal. Je me suis dit, ce sera grand guignol. Et donc, je me suis autorisée à le faire, alors que je pense qu'avant, j'aurais dit, mais qu'est-ce qu'on va penser ? Comment je vais faire ? Ceux qui l'ont fait sont des tels géants que je ne vais pas y arriver. C'est Orwell, c'est Günther Wallraff, c'est tous ces gens que j'ai admirés, jeunes journalistes. Et moi, comment je m'autorise à faire ça ? Et ça m'était égal. J'y suis allée sans me poser davantage de questions. Et c'est vrai que c'est l'avant-après, ça. Et comment on l'explique ? Je sais pas, c'est la liberté peut-être. Un goût autre de la liberté. Ça, c'est sûr. Qui passe par se retrouver, peut-être, aussi dans l'écriture. Peut-être ou aussi. S'accepter. Oui, ou en tout cas, quand vous sortez d'une prise d'otage, vous avez un tel sentiment de liberté. C'est-à-dire que c'est vrai que quand vous êtes otage, vous êtes entièrement dans la main de celui qui vous détient. Et entièrement dans la main veut dire que la porte s'ouvre de l'endroit où vous êtes détenu. Et que si on vous donne du pain, on vous donne du pain. Si on décide de vous égorger, on vous égorge. Vous n'en savez rien, c'est eux qui décident. Et c'est eux qui un jour ouvriront ou pas la porte. Et donc, c'est un sentiment où chaque minute, vous ne la contrôlez pas. Et quand vous sortez, les premières idées qui vous viennent ne sont pas des grandes choses. Elles sont juste d'être soit dans une pièce avec personne qui vous regarde, personne qui va décider, etc. Et c'est cette idée-là de la liberté qui est maintenant la mienne. Et en même temps, vous racontez que quand vous avez choisi de faire cette immersion à Ouistreham pour ce livre, d'abord, vous y êtes allé avec votre nom, avec votre propre identité. Vous étiez Florence Aubenas aussi. Vous n'avez pas choisi de vous masquer, pas d'être quelqu'un d'autre. Alors, j'ai aucun talent de faussaire, je dois dire. Donc, il aurait fallu faire des faux papiers. Je voulais voir aussi comment fonctionnait Pôle emploi. Donc, ça nécessitait de donner sa carte d'identité. Donc, voilà. Donc, je me suis dit ça. Et je me suis dit, c'est vrai, c'est moi quand même. Donc, c'est marrant parce qu'une seule personne, évidemment, m'a découverte. Il en fallait une. C'était une jeune femme d'une agence d'intérim, justement. Et j'avais postulé pour quelque chose qui jusqu'à présent m'était refusé en disant mais c'est beaucoup trop bien pour vous, c'était d'être, vous savez, réceptionniste dans un center call. Et donc on me disait mais non, mais vous n'y arriverez jamais, regardez-vous, c'est pour des gens qui ont au moins un bac+3, etc., etc. Et donc j'arrive et je dis alors là cette fois est-ce que je suis prise ? Et elle tourne son écran d'ordinateur vers moi et il y avait ma fiche Wikipédia. Et elle dit je sais très bien ce que vous faites. Et là, je dois dire que j'ai compris ce qu'était la supplication. Je me suis quasiment agenouillée dans le bureau en lui disant « S'il vous plaît, aidez-moi ». Et elle l'a fait, et je le remercie encore aujourd'hui. Voilà, parce que c'est quand même une histoire complètement folle dans l'idée. C'est-à-dire qu'entre janvier 2005 et juin 2005, quand vous êtes otage, à ce moment-là en Irak, il faut rappeler qu'il y a votre photo partout, il y a votre nom partout. Et ça dit quelque chose, effectivement, aujourd'hui, encore de la notoriété. C'est-à-dire qu'on est bien peu de choses. On est bien peu de choses. Ma bonne dame. C'est d'autant plus drôle ce que vous dites qu'il y avait eu
pendant ce temps-là, donc Ouest France, c'est le grand journal du coin, il y avait eu pas mal d'articles, enfin même y compris sur moi, sur des otages, avec ma photo, etc. Je me disais là, c'est fini, etc. Et les gens n'ont absolument pas fait le lien. Et j'ai trouvé ça formidable, effectivement, sur qui on est. C'est dans cet après, en tout cas, que vous avez commencé, Florence Aubenas, à écrire des livres, pas des romans, de la narrative non-fiction, comme on dit désormais, ce genre reconnu à part entière, toujours au plus près du réel, mais en assumant un regard, un ton, une démarche, une subjectivité. Oui, une subjectivité. Je pense que journalistiquement, on a longtemps essayé de masquer cette subjectivité, notamment en France. C'est-à-dire, on était soit journaliste, nouveau journaliste, écrivain voyageur, on l'appelle comme on veut, et on assumait cette subjectivité. Et on n'était que subjectivité, où sans ça, il y avait ce mythe d'une objectivité totale, où on n'aurait aucun point de vue. Évidemment, quand on regarde à droite ou à gauche, on ne voit pas la même chose. Et c'est vrai qu'on s'en rend très bien compte quand on lit les comptes rendus judiciaires. C'est-à-dire vous avez 20 journalistes sur le même banc de la presse qui regardent le même procès au même moment et qui rendent leurs articles. Vous les lisez, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Voilà, la subjectivité, finalement, ça ne passe pas que par le jeu. Exactement. Ça passe par beaucoup d'autres choses. Par quoi, d'ailleurs ? Parce qu'on la retrouve, dans ce recueil d'articles, dans Ici et ailleurs. Je pense que ça passe par le regard. Qu'est-ce qu'on regarde, à quel moment ? Et ça passe par l'écriture, bien sûr. Enfin, en tout cas, dans le domaine qui est le mien. Et votre style, vous pourriez le qualifier ? Je ne sais pas. Alors, non, je ne pourrais pas le qualifier. Peut-être vous ? Peut-être. On se renvoie la balle. Non, c'est ce que vous recherchez éventuellement à dire, le rythme des phrases que vous recherchez, les mots que vous cherchez à employer, ceux que vous bannissez. Peut-être toute cette idée d'écrire avec du style. Ça, en fait, on marche toujours par comparaison avec les autres, avec ceux qu'on admire. Mais à un moment, est-ce que vous êtes fier de vous lire, sans être fier de vous pour autant ? Alors l'exercice, c'est un exercice très cruel, parce que effectivement, pour faire ce livre, donc Ici et ailleurs, à l'Olivier, c'est vrai qu'on doit se relire, et c'est terrible. C'est-à-dire quand on fait un livre, on se relit dans le même temps, dans la même foulée. C'est une seule séquence, on a écrit le livre, on le relit, voilà, il est publié. Là, vous reprenez vos articles de 2017. Et alors, c'est vraiment, on regarde aussi, comment j'ai pu écrire ça, c'est tellement con. Et l'inverse, c'est vrai aussi, on se dit « Ah, mais ça, c'est pas moi ». Donc, il y a vraiment c'est détaché de vous, et donc vous avez vraiment un regard sur ce que vous faites, que vous n'avez pas sur le moment, bien sûr. Et vous dites que vous avez choisi de ne pas changer, ou à peine un point-virgule. C'est ça, justement. On a rajouté des dates et des localisations, ça c'est sûr. Et on a surtout fait beaucoup de tri, c'est-à-dire qu'on voulait faire un livre qui soit vraiment un livre, c'est-à-dire il y a une tentation de dire, alors, je vais ouvrir le tiroir, je sors tous mes articles, je les jette sur la table, et puis le lecteur picorera ce qu'il a envie. Là, on s'était dit, on va faire une narration. Et on parlait au début de cet entretien du mot « guerre ». Et on était très frappés du fait que c'est celui qui traverse toute cette période depuis 2017. Et il a été employé pour beaucoup de raisons, parfois bonnes, parfois mauvaises, parfois exagérées, ou peu importe, chacun jugera. Mais en tout cas, il a été employé pour le terrorisme, pour le Covid, pour tout un tas de choses, les gilets jaunes aussi. Et en revanche, la guerre, voilà, est partie en Ukraine. Et on a un peu pris ce fil qu'on a ponctué avec d'autres genres de séquences qui sont, par exemple, dans un hypermarché à Mende, ou qui n'a rien à voir avec la guerre. Certains disent que c'est de l'histoire présente. En même temps, c'est compliqué d'assumer, même si beaucoup de choses sont justes dans ce que vous avez écrit. Et puis de toute façon, c'est ce que vous avez vu, c'est le réel que vous avez rapporté à ce moment-là. L'histoire, elle a continué à s'écrire. C'est présent et en même temps, c'est déjà passé. Est-ce que vous avez l'impression, pas forcément de vous être planté, parfois de vous être trompé, mais que l'histoire... Mais si, aussi. Dites-le, oui, bien sûr. Bon. Alors quand ? Non, mais c'est vrai qu'on n'utiliserait pas tout à fait ça, etc. Mais c'est normal, bien sûr, rétrospectivement. Et c'est ça qui me plaît. Par exemple, il y a un article où on s'est vraiment posé la question, est-ce qu'on le laisse ? Cet article, c'est celui sur la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Et donc, Emmanuel Macron n'était pas Emmanuel Macron. Enfin, elle était ce jeune premier dont on se demandait s'il allait réussir, pas réussir, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est un avatar ? Et il est président maintenant depuis 2 mandats. Et j'ai relu cet article et c'est sûr que je ne l'écrirai pas. Et à la fois, ça me semble important de montrer comment on le voyait à cette époque-là. Et ce regard, cet instantané d'un moment à un endroit, pour moi, il est important aussi par rapport au lecteur. Alors ça va vous sembler bizarre, mais je pense qu'il y a une espèce de crise de confiance par rapport à la presse.
Et il faut assumer ce qu'on a écrit et le publier tel que c'était. Et moi, ça m'intéresse, c'est-à-dire on regarde les anciens albums de photos, de presse, etc., qui sont aussi, on se dit, la guerre du Vietnam, le Vietnam n'est plus en guerre, mais je regarde les photos de la guerre du Vietnam. Oui, bien, la presse écrite, c'est pareil. Mais c'est une question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qu'un journaliste, en fait, aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'un bon journaliste, si on va même, on passe la marche supérieure dans une époque où la profession est si critiquée, dans une époque de bataille de l'information, dans une époque où l'information, elle se fait plus dans nos bons vieux journaux, mais tout autant sur les réseaux aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est être journaliste ? Être journaliste, c'est d'une part choisir ce qu'on veut traiter dans un pays, dans une situation, de quel point de vue on veut le traiter. Et c'est aussi assumer le fait, justement, qu'on fait la photographie d'un endroit à un moment. Et voilà, et c'est ça notre travail. C'est-à-dire que se projeter trop en avant, trop en arrière, etc., il faut savoir utiliser le présent. Je crois que c'est ça la définition. Oui, autrement dit, à quoi on sert ? Parce que c'est aussi une question que vous avez pu vous poser pendant ces 157 jours de captivité ou de détention en Irak. La liberté de l'information, tous ces grands principes, on les connaît. Je ne dis pas du tout que ce sont des principes creux aujourd'hui, loin de là. Mais effectivement, vous n'avez pas eu, suite à ça, une crise de la vocation ou une crise de la profession ou une crise de votre profession de foi même. Non, mais je pense que, si vous voulez, quand on est dans une école de journalisme, j'en ai fait une, on vous demande cet exercice qui est d'aller regarder dans les journaux, alors je dis n'importe quoi, de 1914, le début de la guerre. Et donc on vous dit, rendez un travail sur comment la presse a traité l'entrée en guerre de l'Europe en 1914. Et vous vous rendez compte que ce que vous cherchez n'est pas l'information pure, il est telle heure, tel jour, et voilà ce qui se passe, mais vous allez chercher la couleur d'une époque, le rendu d'une époque. Et je pense que c'est ça qu'un journaliste doit aussi s'efforcer de faire. C'est-à-dire, c'est raconter non seulement ce qu'il pense, ce qui est une mauvaise idée en général, mais aussi ce que pensent les autres, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, et quelle est cette opinion, quelle est l'attitude des gens, quelle est la photographie du moment. Et je pense que c'est ça notre boulot, et c'est ça qu'on aime lire, j'allais dire, quand on se replonge dans le passé. Grand reporter au Monde, la journaliste Florence Aubenas est notre invitée à l'occasion de la parution d'un recueil de ses articles, de ses textes depuis 2015, ici et ailleurs, aux éditions de l'Olivier. Vous avez en commun d'aimer partir, revenir, repartir. Son nouvel album s'appelle La vie. C'est Arthur H qui sort ce mois-ci, donc ce nouvel album avec ce titre, La route. Si longtemps tu attends ce qui ne vient jamais. Chasseur d'ombre, chasseur de fantômes. Ce que tu as sous la main, tu le prends. Ce que tu veux vivre, vis-le. Le temps t'échappe, le temps court, le temps s'enfuit. La chance apparaît puis disparaît. Ce que tu as sous la main, tu le prends. Tout de suite, dans l'instant, tu vis. Depuis toujours, tu ne sais qu'espérer. La vie, c'est demain, demain, c'est loin. Ce que tu as sur la main, tu le prends. Ce que tu dois vivre, vis-le.
Ce que tu dois ou veux vivre, vis-le, nous chante Arthur H. Est-ce qu'il y a des choses que vous vous sentez le devoir de vivre avec peut-être le sentiment d'être comme poussé par un courant? Autrement dit, est-ce que vous êtes une route, Florence Aubenas? C'est drôle, on en parlait. Alors je vais vous faire ce qu'on se raconte entre journalistes quand la musique tourne et qu'on ne nous entend pas. Je disais justement que le fond de mon écran était une route. Donc mon fond d'écran de téléphone et d'ordinateur sont deux routes différentes, mais deux routes. Et c'est vrai que pour moi, c'est un moment littéralement magique quand on prend la route. C'est quand on part en reportage, c'est un moment, pour moi, que je m'en lasse pas. Qui a pris cette photo de route? C'est de vous ou c'est d'un photographe? C'est d'un photographe, j'en serais bien incapable. Vous sauriez dire de qui? Oui. Oui. Qui a photographié la route comme ça? C'est Guillaume Herbeau. Guillaume Herbeau, avec qui vous êtes parti en Ukraine, hein? Non, je ne suis pas partie avec lui, mais je suis partie avec lui pour d'autres reportages. Parce qu'en tout cas, c'est un pays que lui connaît bien, et vous aussi, parce que depuis un an, Florence Aubenas, vous y êtes allée en Ukraine, retournée, vous en rentrez d'ailleurs tout juste. Est-ce que l'avenir du monde, aujourd'hui, pour vous, se joue en Ukraine ou en Iran? Les deux un peu, c'est-à-dire qu'il y a plus de... Il y en a quelques-uns, mais il y a peu de conflits qui ne se jouent que sur un petit territoire. Mais l'avenir de l'Europe, j'en suis sûre, se joue en Ukraine, c'est certain. C'est intéressant de voir comment, quand on est là-bas, c'est toujours un peu pareil en reportage, on n'est qu'Ukraine quand on est en Ukraine et quand on est journaliste. Et quand on rentre, on voudrait dire aux autres, mais si, regardez, c'est très important. Mais là, c'est réellement important. C'est-à-dire que les pays européens, les pays occidentaux, les États-Unis aussi, se sont beaucoup engagés. Et l'idée d'une défaite est impossible maintenant pour l'Europe. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce qui vous aimante là-bas, ce qui vous attire là-bas? Pourquoi depuis un an, finalement, vous y revenez aussi régulièrement? Parce que c'est une histoire qu'on voit s'écrire et qu'on ne prévoit jamais, cette guerre en Ukraine. C'est-à-dire que quand je suis partie en février, fin février, et les premiers mois, l'Ukraine n'était que peur. Qu'est-ce qui va se passer? Les Russes sont tellement forts, c'est la deuxième armée du monde, on ne peut que perdre, c'est juste une question de temps. Et y compris ici en France, on disait... Je parle là de la diplomatie française, disait voilà, c'est terrible l'Ukraine, ils sont très courageux, ils tiennent bon alors qu'on ne pensait pas, mais tôt ou tard, et plutôt tôt que tard, la Russie ne peut qu'avancer, gagner cette guerre, ça va être une guerre éclair, etc. Et chaque étape a changé, et elle a notamment beaucoup changé de cet aspect des choses, qui est ce qui s'est passé dans toutes ces villes qui étaient sur le chemin entre le nord de l'Ukraine, par où sont rentrés les Russes au début, et Kiev, qui est cette route qui a été une sorte de route de la mort. Hein. Je parle de Boutcha, de toutes ces villes, Borodianka, où on a découvert, quand les Russes se sont retirés, des rues de cadavres jonchés, des civils qui avaient été maltraités, ces centres de torture, et où on s'est rendu compte que ce n'était pas une guerre éclair avec des chars qui traversent et qui arrivent à Kiev et qui font une parade. Donc là, il y a eu une prise de conscience, et parmi les premières choses qui ont été envoyées par l'Europe en Ukraine, c'est des procureurs de la République, du tribunal international. Et là, il y a eu un basculement sur qu'est-ce que cette guerre ? Ce n'était pas simplement une guerre militaire, c'est une guerre où sont en jeu des crimes contre l'humanité, où sont en jeu des crimes de guerre très importants. Donc c'est de ça dont on parle en Ukraine aussi. Et ça explique que c'est aussi devenu un peu votre guerre? Mais c'est devenu ma guerre, mais je m'en voudrais de présenter comme ça. Mais c'est sûr que c'est devenu, pour nous autres journalistes, hein, je le dis au sens très large du terme, c'est devenu quelque chose qui se joue sous nos yeux de façon implacable et sidérante. C'est sidérant ce qui est en train de se passer en Europe. On va écouter une femme, Brigitte Friang. Elle était résistante pendant la guerre, médaille d'ailleurs de la résistance française, croix de guerre, secrétaire par la suite d'André Malraux, évoquer ce mot de guerre qui est le fil conducteur, vous le disiez, de ce recueil de textes. Je suis en même temps bouleversée par la souffrance et en même temps, je dois reconnaître que j'aime la guerre pour l'aventure et aussi pour cette extraordinaire fraternité qu'elle permet. Vous savez, on parle toujours de fraternité et je crois que Malraux avait raison quand il disait « la fraternité, c'est la mort affrontée ensemble ».
Et ça, c'est un avantage humain absolument merveilleux. Même j'ai des camarades avec qui je me sens absolument fraternelle. Nous n'avons pas les mêmes idées politiques, nous ne venons pas du même milieu, nous n'avons rien en commun, sauf d'avoir crapahuté ensemble dans la rizière, d'avoir éventuellement entendu quelques obus de mortier passer, entendu quelques balles. Et ça, c'est irremplaçable, absolument. Et c'est d'autant plus irremplaçable, finalement, pour une femme, parce que les femmes ont rarement la chance de pouvoir sentir ce que c'est que la fraternité. 1976, Brigitte Friangue. J'ai eu la même réaction, vous, quand j'ai entendu pour la première fois ce témoignage, quand elle dit « J'aime la guerre ». Vous avez sursauté. Vous ne la faites pas, vous, la guerre, comme elle a pu la faire, comme résistante. Vous la couvrez. Est-ce que néanmoins, cette fraternité, vous la retrouvez ? Oui, c'est vrai qu'on la retrouve à notre modeste niveau, puisqu'on n'est pas dans les guerres avec des armes, on a une place, bien sûr, d'observateur et non pas de combattant, c'est clair. Mais je comprends ce qu'elle dit, et à la guerre, il y a des places très différentes. Et je comprends que quand on est dans la résistance, qu'on se bat avec un idéal, qu'on partage cette vie qu'elle nomme d'aventure, c'est vrai. Je le comprends, et ça on le voit sur tous les fronts. C'est-à-dire dès qu'on est sur une ligne de front, que ce soit en Afrique, que ce soit en Ukraine ou ailleurs, c'est vrai, les choses se nouent, et il suffit de lire les témoignages de Poilus, tout ça, il y a quelque chose de particulier dans cette situation. Simplement, dans la guerre, tout le monde n'est pas sur le front à faire la fraternité. Donc on a des civils dont les maisons sont incendiées, et ça c'est encore le mieux, dont des victimes civiles très, 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 très lourdement impactées. On a des gens qui sont prisonniers de guerre, on a des gens qui sont arrêtés, torturés. Donc tout le monde ne vit pas cette fraternité. Mais à la place où elle est, je le comprends très bien. Et vous, quelle est votre place dans cette guerre alors ? Nous, on est à une place... Pas nous, moi comme journaliste, c'est sûr, on est effectivement à une place d'observateur. C'est-à-dire que moi, je ne suis... ni dans un camp, ni dans l'autre. Bien sûr, ni dans un camp, ni dans l'autre. Alors, c'est sûr, et c'est la première fois où ça m'est arrivé, on revient à ce qu'on disait au début de notre conversation aussi, c'est quand on est otage, tout à coup, on se demande, qu'est-ce que je fais là ? Moi, mon boulot, ce serait de couvrir la personne en otage. Et tout à coup, on a traversé le miroir et on est à une place qui n'était pas la vôtre. Et ça, en ce sens, ça a été une sacrée expérience. Merci beaucoup, Florence Aubenas. Ici et ailleurs, votre recueil de textes, d'articles depuis 2015 vient de paraître aux éditions de l'Olivier. Il y a une sélection qui a été faite. Chacun pourra s'y retrouver à partir de tous ces récits que vous nous avez racontés. Juste vous rappeler que le cinéaste Jafar Panahi a commencé une grève de la faim dans sa prison de Téhéran. Il est l'un des milliers d'Iraniens arrêtés depuis l'été dernier dans le cadre de la répression des manifestations qui ont été déclenchées par la mort de Mahsa Amini. Une pétition circule qui a été pensée, imaginée aussi par l'association des réalisateurs, et vous pouvez, si vous le souhaitez, la signer et soutenir le cinéaste Jafar Panahi.